Bonjour, cette vidéo est un événement en tant que tel puisque c'est la 200e de la série. 200 vidéos pour parler d'économie, pour parler de finances et nous allons continuer dans les mois qui viennent en commençant aujourd'hui, cette presque rentrée, par les trois problématiques qui nous paraissent importantes. Une problématique de croissance en zone euro, on a eu des chiffres d'activité du deuxième trimestre, on parlera aussi des pays émergents. On a observé qu'en Inde, en Turquie, au Brésil, il y a un certain nombre d'interrogations qui se font jour sur la façon dont ces économies vont évoluer. Et puis on parlera aussi des taux d'intérêt, puisque les taux d'intérêt américains, notamment, ont progressé très vite durant l'été, et on va essayer de comprendre pourquoi. Revenons sur la croissance européenne. On a eu le 14 août les chiffres de croissance du PIB du deuxième trimestre en zone euro, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal. Et la surprise, c'est que pour tous ces pays, le chiffre a été bien meilleur qu'attendu. On a eu 0,5% en France, 0,3% pour la zone euro, 0,7% en Allemagne, des chiffres négatifs en Espagne ou en Italie, mais des chiffres qui étaient bien meilleurs que ceux qui étaient attendus. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que, globalement, la dynamique de la zone euro est un peu meilleure aujourd'hui. Alors, on l'avait évoqué à la fin du deuxième trimestre. On l'avait évoqué en regardant les enquêtes qui sont menées auprès des chefs d'entreprise. On avait vu qu'il se passait quelque chose et on a eu la confirmation par ces données. Alors, juste, regardons un peu les graphiques, regardons l'allure que peuvent avoir ces chiffres. Est-ce que c'est une rupture à la hausse? Est-ce qu'on est reparti sur une croissance durable et forte? Ou est-ce que c'est simplement une correction? C'est ça la question à laquelle on est confronté aujourd'hui. Alors regardons le graphique de la zone euro. Vous l'avez ici, vous avez en violet l'évolution du PIB de la zone euro, en rouge toujours la tendance que j'avais calculée jusqu'en 2008 et prolongée jusqu'au deuxième trimestre 2013. Alors quand on regarde les points récents, on voit effectivement que le PIB avait tendance à reculer, à baisser un peu. On a eu 6 trimestres de repli du PIB de la zone euro et effectivement une amélioration au deuxième trimestre 2013. Pour l'instant, on est dans une respiration. La rupture, la baisse d'activité est interrompue, mais on ne dispose pas encore d'éléments très forts pour imaginer quelque chose de très robuste dans les mois qui viennent. D'ailleurs, on le voit bien quand on regarde la problématique française, parce qu'on n'a pas toujours le détail encore des chiffres zone euro, des chiffres allemands, etc. On a le détail français et ce point-là est intéressant. Alors, on peut reprendre le même graphique et vous voyez que le PIB français est stable depuis le premier trimestre 2011. On avait une évolution horizontale et puis un léger rebond sur le deuxième trimestre 2013. On ne voit pas visuellement, on ne perçoit pas une rupture très marquée. Qu'est-ce qui ferait que ce mouvement s'accélérerait aussi bien en France que dans les autres pays européens? Eh bien, c'est via l'investissement des entreprises. C'est ce point-là qui est important. Il faut que les entreprises réinvestissent pour que l'activité reprenne une allure plus durable. C'est ça le point majeur. Alors, ça ne va pas se faire tout de suite, parce que les entreprises ont deux contraintes. La première, c'est que, et on le voit bien sur le cadre français, depuis 2 ans, il ne se passe pas grand-chose. Et donc, elles ont des capacités de production qui sont disponibles. Elles ne vont pas se remettre à investir tout de suite. Il faut que la demande soit un petit peu plus robuste et un petit peu plus durable pour qu'elles commencent à imaginer réinvestir. Et puis, l'autre point, c'est qu'il faut que le cadre institutionnel soit plus rassurant. Et on voit dans le cas français, on va discuter des retraites, on va discuter de la loi de finances. Tous ces éléments sont encore nimbés d'incertitude. Et tant que les chefs d'entreprise auront le sentiment qu'il y a de l'incertitude sur la façon dont la situation économique va être gérée, ce cadre institutionnel, eh bien, ils seront plutôt réticents. Alors, est-ce que l'investissement est un problème en France? Oui, clairement. Regardons ce graphique. Vous voyez que l'évolution de l'investissement est très faible depuis plusieurs trimestres. On voit une inflexion très, très marquée et c'est ça aujourd'hui la problématique. Et c'est ce point-là sur lequel il faut être attentif, voir si effectivement on observe dans les mois qui viennent un retournement du cycle. Alors, je reviens sur ce que j'évoquais au départ. On a ces éléments macroéconomiques qui nous disent, voilà, la situation n'est plus en phase de rupture à la baisse. On a réduit ce risque-là et c'est très, très important.
On n'a pas encore d'éléments de décollage, si je puis dire, mais on a vu tout à l'heure, on évoquait tout à l'heure les enquêtes qui sont menées auprès des chefs d'entreprise et qui, elles, donnent des signaux plutôt positifs. Donc on est dans une évolution plutôt positive à moyen terme, mais à court terme, n'allons pas trop vite sur ces points. Et ce n'est pas parce qu'on a eu 0,5% de croissance au deuxième trimestre en France qu'on aura 0,5 au troisième et 0,5 au quatrième. N'imaginons pas ce genre de situation. Deuxième point sur les pays émergents, on voit beaucoup de choses. On voit des monnaies, la roupie indienne hein, qu'on observe ici, le réal brésilien ou d'autres monnaies qui sont fragilisées. Alors il y a beaucoup d'interrogations sur les pays émergents, ces pays qui avaient été au cœur de l'activité économique ces dernières années. Eh bien aujourd'hui on les sent un petit peu plus fragiles. Alors trois raisons essentiellement. La première, c'est que depuis 2011, la demande qui leur est adressée par l'Europe et les États-Unis est relativement faible. Il n'y a pas eu d'impulsion très, très forte. Et donc, ils ne disposaient pas d'une demande intérieure suffisamment robuste pour contrebalancer cette situation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que la Chine a eu un rôle majeur au cours des dernières années, hein, depuis l'arrivée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce à la fin 2001. Ce pays a joué un rôle majeur, mais on sait aujourd'hui que l'économie chinoise a changé de tempo. On n'est plus sur des rythmes de 10-12% de croissance, mais plutôt sur 6 à 8%. Et donc l'impulsion sur l'ensemble des pays émergents est beaucoup plus faible. Donc il n'y a pas de dynamique de croissance qui provienne de l'extérieur, soit par les pays industrialisés, soit par la Chine. Et puis l'autre point, c'est que depuis le propos de Ben Bernanke à la mi-juin, le 19 juin, eh bien, on sait que la politique monétaire américaine ne sera plus aussi accommodante qu'elle l'était par le passé. Et donc, on a vu des flux de capitaux sortir de ces pays émergents pour revenir aux États-Unis. Et c'est ce facteur aujourd'hui qui fragilise l'économie des pays émergents. Ils ont une dynamique de croissance fragile, comme on l'évoquait, et puis des capitaux qui sont sortis, donc une monnaie qui s'est dépréciée, avec un risque majeur pour ces pays, c'est de voir renaître un peu d'inflation. Et on a bien vu que la Turquie et le Brésil, qui sont les pays sur lesquels les histoires d'inflation sont les plus dégradées, on se souvient au Brésil du début des années 90, eh bien, ce sont des pays qui ont relevé leur taux d'intérêt pour essayer de lutter contre la dépréciation de leur monnaie et éviter une inflation excessive. Mais on voit bien que tous ces pays sont dans des situations compliquées. Remonter les taux, ça peut stabiliser la monnaie, mais ça pénalise l'activité. Les laisser très bas ou les baisser encore pour favoriser l'activité, ça engendre un risque sur la monnaie et un risque d'inflation supplémentaire. Donc il y a une situation très fragile et cette évolution des pays émergents restera dans cette configuration à court terme tant que les pays industrialisés, les États-Unis et l'Europe, ne donneront pas de signaux un peu plus forts. Donc il y a une dépendance aujourd'hui très forte. Dernier point sur les taux d'intérêt, on le voit ici sur le graphique, les taux d'intérêt 10 ans américains, hein, les taux qui sont en bleu sur le graphique, hein, sur la partie haute, vous avez les taux 10 ans, sur la partie basse, vous avez les taux 2 ans qui représentent les anticipations de politique monétaire. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements, mais sur la partie longue, il y a des mouvements très forts. Alors, comment comprendre cette situation? À mon sens, ce n'est pas parce que les investisseurs imaginent une reprise formidable de l'activité économique. Quand on regarde les prévisions qui sont faites par les économistes américains, on est sur l'année 2013 entre 1,5 et 1,7% de croissance et autour de 2,5% pour 2014. Donc il n'y a pas d'accélération brutale, il n'y a pas de risque d'inflation très fort. Par contre, il y a un risque qui est appréhendé par les marchés. C'est effectivement, outre ce changement que j'évoquais à propos de Bernanke et qu'on a évoqué à plusieurs reprises dans ces vidéos, mais c'est qu'il va y avoir le 31 janvier un nouveau président de la Fed. Et il y a deux choix. Janet Yellen d'un côté, qui est la vice-présidente de la Federal Reserve, de la Banque centrale américaine aujourd'hui, qui est très proche de Bernanke, et puis Larry Summers, qui est un ancien secrétaire d'État de Clinton et qui a travaillé aussi pas mal avec l'administration Obama. Et les deux ont des visions très différentes de la politique monétaire. Alors si c'est Yellen qui l'emporte, eh bien elle continuera et ce qu'on appelle les guidance, tous les jalons qui ont été évoqués par Bernanke sur l'évolution
des achats d'actifs, sur l'évolution des taux d'intérêt de la Banque centrale américaine. Tout ça sera suivi par Janet Yellen. Mais par contre, si c'est Larry Summers, on a le sentiment qu'il pourrait changer complètement la façon de faire de la politique monétaire américaine. Et donc, il y a cette incertitude. Et aujourd'hui, quand on regarde les probabilités de succès de l'un ou l'autre, eh bien, très clairement, Larry Summers est en tête. Et ça crée une incertitude parce qu'on avait le sentiment qu'avec Ben Bernanke, les taux ne remonteraient qu'en 2015. Là, ça pourrait se faire bien avant. Et c'est cette incertitude dans la gestion du prochain président de la Fed qui aujourd'hui est problématique sur les taux d'intérêt. Donc on aura à l'automne le nom du prochain président. Il arrivera en poste le 31 janvier prochain. Mais sur toute cette période, on va avoir de l'incertitude sur les taux américains parce qu'on ne saura pas forcément très bien qui sera le maître de la Federal Reserve et celui qui donnera le tempo de la politique monétaire. C'est cette incertitude à laquelle il faut être attentif aujourd'hui. Je vous remercie.